Bagdad, 30 décembre 2006. Il est 6h05 du matin. Dans la lumière blafarde de l'aube, le monde observe la fin de l'un des dictateurs les plus redoutés du Moyen-Orient. Pourtant, loin des caméras et du tumulte, deux femmes attendent en exil. Leur propre destin est suspendu à cet instant précis. Elles ont partagé son lit, porté ses enfants et assisté à la montée puis à la chute de son régime impitoyable. Après la mort de l'homme qu'elles ont servi, leur véritable épreuve ne fait que commencer. Pendant des décennies, Sajida Talfa et Samira Shabandar ont connu une existence faite de luxe et de terreur. Elles ont arpenté les couloirs de marbre des palais présidentiels, couvertes de bijoux d'une valeur inestimable. Un simple regard de leur part suffisait à inspirer la crainte. Mais avec l'exécution de leur mari, ces cages dorées allaient voler en éclats, d'une manière que personne n'avait pu anticiper. Pour comprendre ce qu'elles sont devenues, il faut d'abord savoir qui elles étaient. Derrière les murs des palais présidentiels, loin des caméras et des défilés militaires, se jouait une autre guerre. Une guerre intime, dont les alliances et les trahisons allaient sceller le destin de tous. La première femme de Saddam Hussein n'était pas une inconnue. Sajida Talfa était sa cousine germaine, la fille de son oncle et mentor, Khairallah Talfa. Leur union, en 1963, n'avait rien d'une romance. C'était une fusion politique, un pacte du sang destiné à consolider l'emprise de Saddam sur le pouvoir. Née en 1937 à Tikrit, Sajida partageait les mêmes origines modestes que son mari. Elle connaissait la loi brutale de la survie dans la société tribale irakienne. Ceux qui l'ont côtoyée décrivent une femme à l'intelligence redoutable et au tempérament plus redoutable encore. Elle lui donna 5 enfants et régna pendant des années comme l'incontestable première dame d'Irak, même quand le regard de son mari s'égarait. Elle était l'une des rares personnes sur Terre à pouvoir affronter Saddam sans en subir les conséquences mortelles. Du moins, pour un temps. La position de Sajida commence à s'effriter dans les années 80, lorsqu'une autre femme entre en scène. Samira Shabandar est tout ce que Sajida n'est pas. Blonde, sophistiquée, éduquée à l'occidental. Saddam la remarque alors qu'elle est mariée à un cadre d'Iraqi Airways. Le dictateur, qui n'accepte aucun refus, fait simplement muter le mari à un poste lointain et prend Samira comme seconde épouse en 1986 dans le plus grand secret. Le contraste entre les deux femmes était frappant. Sajida incarnait l'Irak traditionnel, tribal, lié par le sang. Samira, elle, représentait l'image moderne que Saddam voulait projeter lors d'événements publics où le caractère brut de Sajida aurait pu transparaître. Une poudrière venait de s'installer au cœur des palais présidentiels. La tension explose en 1995 lors d'une soirée. Sous les yeux des invités, Uday, le fils aîné de Sajida et la prunelle de ses yeux, commet l'irréparable. Il assassine Kamel Hanna Gegeo, le valet personnel de Saddam, et l'homme qui avait présenté Samira au dictateur. C'était sa manière tordue de défendre l'honneur de sa mère, mais son geste se retourne spectaculairement contre lui. Fou de rage, Saddam aurait battu son fils à coups de canne avant de le faire emprisonner. Prise entre la fureur de son mari et son instinct maternel, Sajida fait un choix qui définira ses dernières années en Irak. Elle se range du côté de son fils. La famille ne s'en remettra jamais. Après cet incident, Sajida se retire dans sa propre résidence, disparaissant presque entièrement de la vie publique, tandis que l'étoile de Samira continue de monter. Pourtant, malgré leur rivalité, les deux femmes partageaient un point commun. Elles étaient des survivantes, dans un monde où le moindre faux pas pouvait être fatal. Alors que les années 90 avancent, les sanctions internationales étranglent l'Irak. Les deux femmes voient leur monde doré se ternir lentement. Elles sont les témoins de la paranoïa grandissante de leur mari et de l'isolement de leur pays. Une tempête se préparait, bien plus grande qu'ils ne pouvaient l'imaginer. Et rien ne pouvait les préparer à ce qui allait suivre. 20 mars 2003. Dans le silence qui précède l'aube du 20 mars 2003, le ciel de Bagdad s'embrase. Les premières bombes de l'opération Choc et Effroi pleuvent sur la capitale, marquant le début de la fin. À cet instant précis, dans deux coins opposés de l'Empire qui s'effondre, les destins de Sajida et Samira commencent déjà à diverger. Éloignée de Saddam depuis des années,
Sajida vit alors dans une résidence séparée avec ses filles, Ragad et Rana. Les rapports des services de renseignement de l'époque la décrivent comme une femme qui sentait la catastrophe approcher. Dans les semaines précédant l'invasion, elle avait discrètement commencé à déplacer des fonds et à brûler des documents. Les années passées à observer la brutalité du régime lui avaient enseigné une leçon essentielle. En Irak, un changement de pouvoir signifie que le sang va couler, et le sang de la famille du dictateur coulerait en premier. Le 9 avril, alors que les chars américains pénètrent dans Bagdad et que le monde regarde la statue de Saddam s'effondrer, Sajida est déjà loin. Elle a fui quelques jours plus tôt avec ses filles, franchissant la frontière jordanienne à la faveur de la nuit. La rapidité et le secret de sa fuite suggèrent une longue préparation. Ce n'était pas une débandade, mais une extraction soigneusement orchestrée. L'évasion de Samira est tout aussi spectaculaire, mais elle suit une autre voie. En tant que favorite de Saddam, elle était restée près de lui jusqu'au dernier moment. Des témoignages d'officiers du renseignement irakien décriront plus tard l'avoir vue à ses côtés dans plusieurs résidences sécurisées au début de l'invasion. Mais alors que l'étau se resserre et que Saddam entre dans la clandestinité la plus totale, Samira disparaît à son tour. Elle se serait d'abord réfugiée au Liban, emportant avec elle des millions en liquide et en bijoux. Contrairement à Sajida, qui pouvait compter sur des liens familiaux en Jordanie, Samira doit s'appuyer sur l'argent et sur un réseau d'hommes d'affaires libanais qui avaient profité du programme Pétrole contre nourriture. Elle se déplace comme une ombre dans les quartiers d'affaires de Beyrouth, convertissant ses actifs, effaçant ses traces. Sajida, l'épouse tribale, avait choisi la famille. Samira, la maîtresse moderne, avait misé sur l'argent. Pendant ce temps, en Irak, la traque de Saddam s'intensifie. Durant 8 mois, il échappe à la capture, se déplaçant de cache en cache, protégé par un cercle de loyalistes qui se réduit de jour en jour. Les deux femmes, elles, observent un silence absolu. Aucune déclaration publique, aucun appel à la clémence. Elles savent que dans le nouvel Irak, le simple fait d'être associé à Saddam est une condamnation à mort. Le 13 décembre 2003, l'opération Aube Rouge met fin à la cavale. Saddam est découvert dans une fosse souterraine près de Tikrit. L'image du dictateur autrefois tout-puissant, barbu et hagard, examiné par des médecins militaires américains, fait le tour du monde. En Jordanie et au Liban, 2 femmes regardent ces images avec des émotions que l'on ne peut qu'imaginer. L'homme qui a défini leur vie n'est plus qu'un prisonnier. Mais pour elles, le calvaire ne fait que commencer. La capture de Saddam déclenche une série d'événements qui vont mettre leur résilience à l'épreuve. La période qui s'étend de son arrestation en 2003 à son exécution en 2006 est peut-être la plus précaire de leur existence. Elles ne sont ni libres ni prisonnières. Elles vivent dans une zone grise, un entre-deux où leur nom de famille est devenu leur plus grand fardeau. Dans l'ombre de la chute de Bagdad, la famille de Saddam Hussein se disperse, entrant dans une zone grise du droit international. Ni tout à fait libre, ni tout à fait captive, leur existence est suspendue aux calculs politiques de la région. Sajida, l'épouse officielle, a fui en Jordanie avec ses filles, Ragad et Rana. Elles y sont d'abord reçues comme les invités de la famille royale. Le roi Abdallah II, marchant sur une corde raide entre ses alliés occidentaux et l'opinion publique arabe, leur accorde l'asile pour des raisons humanitaires. Mais cet asile a un prix. Pas d'activité politique, aucune déclaration publique et surtout aucun contact avec la résistance irakienne. Le gouvernement jordanien leur attribue une villa dans le quartier aisé d'Abdoun à Amman. C'est un lieu confortable, mais bien loin des palais de Bagdad. Le confort, cependant, est relatif. Sajida est placée sous une surveillance constante. Les services de renseignement jordaniens suivent chacun de ses mouvements. Ses appels sont enregistrés et ses visiteurs sont filtrés. Elle est libre de ses déplacements en Jordanie, mais ne peut quitter le pays sans autorisation. Une cage dorée d'un autre genre. Rapidement, la pression financière s'intensifie. Les millions que Sajida a réussi à faire sortir d'Irak commencent à fondre. Les frais d'avocat pour le procès de Saddam, le soutien à ses filles et petits-enfants et le simple maintien d'un train de vie modeste dans la coûteuse Amman épuisent ses ressources. Des témoins de l'époque la décrivent vendant ses bijoux, pièce par pièce. Chaque vente était une petite reddition, un adieu à sa vie d'avant. Ses filles, Ragad et Rana, affrontent leurs propres démons. Toutes deux étaient mariées au frère Kamel.
qui avait fait défection en 1995 avant de commettre l'erreur fatale de rentrer en Irak. Saddam les avait fait exécuter. Devenues veuves en exil, elles élèvent leurs enfants entre le traumatisme du passé et l'incertitude de l'avenir. Ragad, plus politique que sa sœur, supporte mal ce silence forcé, une frustration qui allait bientôt exploser. En juillet 2006, la situation bascule. Les autorités jordaniennes accusent Ragad d'être en contact avec des groupes insurgés irakiens cherchant à financer des opérations contre le nouveau gouvernement. Était-ce la vérité ou un prétexte pour la Jordanie de se distancer de la famille Hussein devenue toxique? Le débat reste ouvert, mais le résultat est le même. Sajida voit sa fille devenir une femme recherchée, impuissante. Au Liban, la situation de Samira, la seconde épouse, est tout aussi précaire mais différente. Avec son gouvernement central faible et ses politiques sectaires complexes, le pays ne peut offrir le même sanctuaire structuré que la Jordanie. Samira doit compter sur un réseau d'intermédiaires, d'avocats et d'hommes d'affaires, chacun prenant sa part de sa fortune déclinante. Elle change constamment de résidence, ne restant jamais plus de quelques mois au même endroit. Beyrouth, Sidon, Tripoli. Elle traverse les villes du Liban comme un fantôme, gardant une longueur d'avance sur les agents irakiens en quête de vengeance et les enquêteurs internationaux traquant les avoirs cachés de Saddam. Celle qui autrefois commandait l'attention luttait maintenant pour rester invisible. Cette traque financière est particulièrement menaçante pour Samira. En tant que seconde épouse, elle avait été plus impliquée dans les montages financiers de Saddam. Banque suisse, immobilier en Autriche, société écran en France. Les enquêteurs suivent une toile complexe de transactions, dont beaucoup mènent à des comptes qu'elle a aidé à créer. Chaque avoir gelé, chaque propriété saisie, la rendait un peu plus vulnérable. Pendant ce temps, de loin, les deux femmes assistent au procès de Saddam. Diffusé dans tout le monde arabe, les audiences sont un spectacle surréaliste. L'homme qui régnait par la peur se tient dans le box des accusés, défiant les juges, perturbant les débats, tentant d'imposer son autorité alors que son monde s'est effondré. Sajida et Samira gardent le silence. Un silence qui se prolonge même après le verdict, le 5 novembre 2006. La peine de mort. En privé, elles savent que l'exécution est inévitable. Un nouveau chapitre de leur calvaire est sur le point de s'ouvrir. Elles ne seront bientôt plus les épouses d'un dictateur capturé, mais les veuves d'un homme exécuté. Dans la dure arithmétique politique du Moyen-Orient, ce changement de statut annonçait de nouveaux dangers. Dans les heures glaciales qui précèdent l'aube, le 30 décembre 2006, le destin est en marche. Alors que Saddam Hussein avance vers la potence, harcelé par les insultes de ses bourreaux, deux femmes, dans deux pays différents, attendent une nouvelle qui va faire basculer leur existence. L'exécution, filmée par un téléphone et diffusée au monde entier, ne montre pas seulement la mort d'un dictateur. Elle tranche les derniers fils qui reliaient ces femmes au pouvoir. À Amman, Sajida apprend la nouvelle dans sa villa, entourée de ses filles. Les témoins décriront plus tard une scène de chagrin contenu. Pas de pleurs, pas de cris, pas de gestes théâtraux. Âgée de 69 ans, Sajida reste assise en silence pendant des heures, murmurant parfois des prières. Sa réaction est le fruit de décennies passées au contact de la violence. Elle a appris il y a longtemps que dans leur monde, manifester ses émotions en public est un luxe qui peut coûter la vie. Mais sous cette façade stoïque, une autre crise éclate. Selon la loi islamique et la coutume tribale irakienne, Sajida, en tant que première épouse, a des droits sur le corps de Saddam et son inhumation. Le gouvernement irakien, cependant, n'a aucune intention de laisser la dépouille du dictateur devenir un symbole de ralliement pour les insurgés. Il est enterré rapidement, en secret, dans son village natal près de Tikrit. Sa famille n'est pas autorisée à assister. Ce déni des rites funéraires est une blessure profonde. L'exécution redéfinit aussi la manière dont les deux femmes sont perçues. Tant que Saddam était en vie, même captif, elles conservaient une aura d'intouchable. Elles étaient liées à un ancien chef d'État. Désormais, elles ne sont plus que la famille d'un criminel de guerre exécuté. Le mince vernis de protection qui les entourait venait de se briser. Pour Samira, au Liban, le danger devient immédiat. En quelques jours, les menaces de mort affluent. Des groupes chiites irakiens, enhardis par la mort de Saddam, appellent ouvertement à la vengeance. Les autorités libanaises
déjà mal à l'aise avec sa présence, lui font comprendre qu'elle n'est plus la bienvenue. Elle n'a que quelques semaines, peut-être quelques jours, pour trouver un autre refuge. Sa fuite du Liban est une opération clandestine. Avec de faux papiers, elle voyage en voiture pour éviter la sécurité des aéroports et parvient à rejoindre la Syrie. Nous sommes fin 2006, avant que le pays ne sombre dans la guerre civile, à une époque où le régime d'Assad offrait encore l'asile aux anciens baasistes irakiens. Mais même là, sa sécurité n'est qu'une illusion. Elle vit sous un nom d'emprunt, sort rarement, suspendue à la protection d'un gouvernement qui peut la lui retirer à tout moment. Pendant ce temps, en Jordanie, Sajida fait face à une autre réalité. Loin des caméras et des tribunaux, une autre bataille se jouait en silence. En Jordanie, Sajida faisait face à une situation tout aussi éprouvante. Enhardi par l'exécution, le nouveau gouvernement irakien passe à l'offensive et exige l'extradition de tous les membres de la famille Hussein. Il veut que Sajida et ses filles soient jugées, moins pour des crimes précis que pour effacer les derniers symboles du régime déchu. La Jordanie refuse, invoquant des raisons humanitaires, mais la pression est immense. Le roi Abdallah est pris en étau. D'un côté, une opinion publique où de nombreux Palestiniens et Irakiens voient en Saddam un symbole de la résistance arabe, de l'autre, des alliés occidentaux et des voisins du Golfe qui veulent voir le problème Hussein disparaître. Le compromis sera de rendre leur vie si inconfortable qu'elle finirait par partir d'elle-même. Pour Sajida, l'exil venait de se transformer en prison. Ses déplacements sont encore plus limités. Son permis de séjour devient temporaire, soumis à des renouvellements humiliants tous les quelques mois. L'accès à ce qui reste de sa fortune est restreint. Et le coup le plus dur, plusieurs de ses petits-enfants sont interdits de visite, la coupant de la nouvelle génération. Le choc psychologique est immense. Pendant des décennies, ces femmes appartenaient à l'élite dirigeante de l'Irak, où le moindre de leurs désirs était un ordre. Elles sont désormais des suppliantes, dépendantes de la pitié de gouvernements qui les considèrent comme des reliques embarrassantes. La chute était totale, mais le coup le plus cruel viendrait de l'intérieur. L'exécution de Saddam a fait exploser les divisions qui couvaient au sein de la famille. Certains membres prennent publiquement leur distance avec Sajida et Samira, espérant se construire une nouvelle vie, loin de l'héritage Hussein. D'autres, au contraire, accusent les épouses de ne pas en avoir fait assez pour sauver Saddam ou pour préserver la fortune familiale. La famille qui avait gouverné par l'unité se déchire maintenant dans l'exil. À l'aube de 2007, les deux femmes s'installent dans une nouvelle et sombre réalité. La crise immédiate de l'exécution est passée, mais elle laisse place à une usure lente et silencieuse. La mort de Saddam n'était pas une fin, mais le début d'une longue agonie pour ceux qui portaient son nom. L'exil n'était plus une parenthèse, mais un état permanent. Chaque année qui passait apportait son lot de nouvelles humiliations, de rappels cruels de leur chute vertigineuse. Pour Sajida, en Jordanie, la situation se dégradait lentement, inexorablement. En 2007, le gouvernement irakien l'inscrit sur sa liste des personnes les plus recherchées, offrant une récompense pour sa capture. Bien que la Jordanie refuse l'extradition, son nom devient un poison. Les policiers hésitent à gérer ses affaires. Les avocats réfléchissent à 2 fois avant de prendre ses appels. Même les boutiques des quartiers riches d'Amman, où elle dépensait autrefois sans compter, la considèrent désormais comme un risque. La pression financière devient insoutenable. La modeste allocation versée par le gouvernement jordanien est réduite, puis réduite encore. En 2008, des rumeurs circulent. Sajida vendrait ses derniers bijoux de valeur. Un collier de diamants, autrefois propriété de la famille royale du Koweït, pillé lors de l'invasion de 1990. Chaque vente se négocie en secret, les acheteurs connaissant son désespoir et lui offrant une fraction du prix. Sa santé commence à décliner. Le stress de l'exil, l'âge et la perte d'accès aux soins d'élite ont raison d'elle. Elle développe un diabète compliqué par une dépression qu'elle refuse de reconnaître. Dans une culture où la santé mentale est un stigmate, Sajida maintient sa façade de force alors qu'à l'intérieur, tout s'effondre. Ses filles affrontent leurs propres épreuves. Ragad, placée sur la liste de recherche d'Interpol en 2007 pour financement présumé du terrorisme, est condamnée à vivre recluse en Jordanie. Elle ne peut ni voyager, ni travailler légalement et vit dans la peur constante d'un assassinat. Les services de renseignement irakiens ont été clairs. Elle est une cible légitime. Rana, la plus jeune, tente de rester discrète, mais les défis sont immenses.
Ces enfants, les petits-enfants de Saddam, grandissent en tant qu'apatrides. Le nouveau gouvernement leur refuse la citoyenneté irakienne et la Jordanie ne leur en accorde pas. Ils fréquentent des écoles privées sous de faux noms. Leurs camarades ignorent qu'ils sont assis à côté des descendants de l'un des dictateurs les plus notoires de l'histoire. L'isolement de la famille s'intensifie en 2008 lorsque la Jordanie ferme la section de l'ambassade irakienne qui gérait leur dossier. Ce geste, en apparence bureaucratique, les coupe de tout canal de communication officiel avec l'Irak. Ils sont devenus des fantômes administratifs piégés dans un vide juridique. En Syrie, le destin de Samira suit une trajectoire différente, mais tout aussi tragique. Au début, elle trouve une certaine sécurité à Damas, protégée par le régime d'Assad. Elle vit dans un appartement modeste du quartier de Mézé, une zone sous haute surveillance, où la protection se paie par l'absence d'intimité. Pendant une brève période, entre 2007 et 2010, Samira atteint une forme de stabilité. Elle a réussi à sauver assez d'argent pour vivre confortablement, sinon luxueusement. Elle évite la politique et renoue avec une passion de jeunesse, la peinture. Elle crée des œuvres abstraites qu'elle ne montre à personne. Mais cette fragile tranquillité était sur le point de voler en éclats. Lorsque le printemps arabe éclate en Syrie en 2011, le pays bascule dans la guerre civile. Le statut protégé de Samira s'évapore. Le régime d'Assad, luttant pour sa propre survie, ne peut plus garantir sa sécurité. Le quartier de Mézé devient un champ de bataille. Samira est forcée de fuir à nouveau, cette fois avec presque rien. La femme qui voyageait autrefois en jet privé rejoint les colonnes de réfugiés en route vers la frontière turque. Mais contrairement aux anonymes qui peuvent se fondre dans la masse, son identité fait d'elle une cible. Dans l'ombre de la guerre, l'exil n'était pas une fin, mais le début d'une autre traque. Pour les femmes de la famille Hussein, chaque jour était une lutte pour ne pas devenir une cible. Samira Shabandar, la seconde épouse de Saddam, était devenue un fantôme. Son identité la condamnait aux yeux de tous, agents irakiens, rebelles syriens qui la voyaient comme une collaboratrice et extrémistes islamistes pour qui elle incarnait une dictature laïque. Pendant des mois, elle se déplaça de cache en cache dans le nord de la Syrie, protégée par un réseau d'anciens baassistes qui se réduisait comme peau de chagrin. L'argent qui aurait pu acheter sa liberté partait en pot de vin pour assurer sa protection. En 2012, des rumeurs la placèrent en Turquie, mais le gouvernement turc ne confirma jamais sa présence. Pendant ce temps, en Jordanie, la guerre syrienne rattrapait Sajida Talfa. L'afflux massif de réfugiés mettait à rude épreuve les ressources et la patience du pays. Face à cette crise humanitaire, le gouvernement devenait de moins en moins tolérant envers la famille Hussein. La pression montait pour qu'ils partent, mais pour aller où ? Aucun pays ne voulait accueillir la veuve de Saddam Hussein. En 2013, cela faisait une décennie que les deux femmes vivaient en exil. Le choc initial s'était estompé, remplacé par un désespoir lancinant. Elles avaient vendu tout ce qui avait de la valeur, épuisé leurs contacts et regardé le monde tourner la page de la guerre en Irak. Elles n'étaient plus que des reliques d'une époque révolue, oubliée de tous, sauf de ceux qui voulaient encore se venger. Mais une tragédie parallèle se déroulait, plus silencieuse. La destruction de la génération suivante. Les petits-enfants de Saddam, innocents de ses crimes, héritaient de tout le poids de son nom. En Jordanie, Sajida observait, impuissante, ses petits-enfants grandir marqués par leur lignée. L'un d'eux, Ali, le fils d'Oudaï, excellait à l'école sous un faux nom. Mais en 2010, lorsqu'il postula à l'université, sa véritable identité fut découverte. Non seulement sa candidature fut rejetée, mais il fut renvoyé de son lycée. Les crimes du grand-père étaient devenus la malédiction du petit-fils. Les plus jeunes, nés en exil, vivaient dans un vide juridique. Jordaniens par la culture, mais sans nationalité. Irakiens par le sang, mais interdits de séjour dans leur propre pays. Certains tentèrent d'échapper à l'héritage Hussein en changeant de nom, en déménageant. Mais à l'ère de la reconnaissance faciale et des bases de données mondiales, l'anonymat était impossible. Le bilan psychologique était lourd. Beaucoup souffraient de dépression et d'anxiété, vivant dans une peur constante. Chaque coup frappé à la porte, chaque lettre officielle pouvait être une menace. La situation explosa en 2014 avec la montée de l'État islamique. Le groupe extrémiste tenta de se rapprocher de la famille Hussein,
espérant utiliser l'héritage de Saddam pour rallier d'anciens baasistes. La famille se retrouva dans une position intenable. Toute association signifierait l'expulsion de Jordanie, mais un refus pourrait attirer la vengeance du groupe. La simple suspicion de contact suffisait à resserrer l'étau de la surveillance. Dès 2015, les dégâts étaient invisibles. Plusieurs petits-enfants avaient sombré dans la toxicomanie. L'éducation et l'emploi devenaient un rêve inaccessible, les universités et les entreprises craignant les campagnes de haine sur les réseaux sociaux. Pour les filles, même le mariage était un piège. Les familles des prétendants rejetaient le nom Hussein, tandis que ceux qui l'acceptaient cherchaient souvent une fortune cachée qui n'existait plus. Le temps était désormais compté pour les deux femmes. L'âge, la maladie et le poids de l'exil les poussaient vers leur acte final. Après 2015, la santé de Sajida s'effondra. Son diabète s'aggrava, compliqué par des problèmes cardiaques et une dépression jamais soignée. En 2016, elle était confinée dans sa villa d'Amman. Son monde s'était rétréci à quelques pièces et au visage de sa famille brisée. Loin du faste et du pouvoir, le quotidien était devenu une lutte silencieuse. Pour survivre, la famille dépendait désormais de prêts, consentis par les rares amis qui osaient encore s'associer à leur nom. Pour celles qui avaient autrefois brassé des millions, cette dépendance était une humiliation constante. Lors de sa seule interview, menée par des intermédiaires, Sajida ne laissa transparaître aucun remords. Elle ne parlait que de sa famille, de son devoir et de ce qu'elle considérait comme une injustice. Jusqu'au bout, elle s'accrocherait à ce récit. C'était son dernier rempart. Les dernières années de Samira furent encore plus obscures. Après sa fuite de Syrie, elle s'évapora simplement. Des rapports de renseignement la situaient en Turquie, au Qatar, peut-être en Russie, mais rien n'était jamais confirmé. Contrairement à Sajida, qui avait ses filles, Samira était seule au monde, sans enfant et reniée par sa propre famille. Les témoins qui prétendèrent l'avoir croisée décrivaient une femme brisée. Ses cheveux blonds, qui avaient séduit Saddam, étaient devenus gris. Les tenues à la mode avaient laissé place à des vêtements anonymes. Elle ne parlait à personne, ne faisait confiance à personne. Elle n'attendait plus que la fin. Une rumeur tenace hantait les deux femmes, celle d'une fortune cachée. Escrocs et chasseurs de trésors les approchèrent sans cesse, persuadés qu'elle dissimulait un trésor secret. La réalité, une quasi-misère, semblait impensable pour le monde extérieur. Mais ce mythe rendait leur pauvreté dangereuse. Des groupes criminels tentèrent de les enlever pour obtenir une rançon. Chaque tentative d'échouer était un rappel brutal qu'elle n'échapperait jamais à l'ombre de Saddam. À l'aube des années 2020, les deux femmes avaient plus de 80 ans. Leur santé déclinait et leurs ressources étaient épuisées. La pandémie de Covid-19 fut le coup de grâce, ajoutant l'isolement à leur détresse. En Jordanie, les confinements limitaient encore les déplacements de Sajida. Pour Samira, où qu'elle soit, la fermeture des frontières mondiales rendait sa situation encore plus précaire. Elle vivait dans un crépuscule, suspendue dans l'attente d'une fin inévitable. Cette fin arriva, aussi inévitable qu'anti-héroïque. Les deux femmes s'éteignirent, comme elles avaient vécu leurs dernières années, en exil, dans l'indifférence d'un monde qui les avait déjà oubliées. Dans l'ombre de l'exil, le silence finit toujours par gagner. Pour les épouses de Saddam Hussein, la fin est arrivée sans bruit, comme une page que l'on tourne discrètement. Samira fut la première à disparaître. Les circonstances exactes de sa mort restent un mystère. En 2020, des rumeurs ont commencé à circuler, la disant décédée en Turquie, mais aucune confirmation officielle n'est jamais venue. Pas d'avis de funérailles, pas de nécrologie. Elle a simplement cessé d'exister, effacée dans la mort aussi complètement qu'elle avait tenté de s'effacer de son vivant. Ceux qui prétendaient les connaître ces derniers jours la décrivaient mourant seule, peut-être dans un hôpital sous un faux nom, sans aucun proche à ses côtés. Son corps aurait été inhumé dans une tombe anonyme, un lieu connu uniquement des fonctionnaires qui ont géré la procédure. Même morte, elle restait une figure politiquement trop sensible pour être traitée ouvertement. Un an plus tard, en 2021, c'était au tour de Sajida. Les détails de sa mort sont tout aussi rares. Aucun gouvernement n'a annoncé officiellement son décès. Les médias irakiens ont relayé l'information en citant des sources familiales, mais sans s'accorder sur la date ou les circonstances exactes. Elle s'est éteinte dans la modeste villa où elle avait passé 20 ans d'exil.
loin des palais de Bagdad et de la tombe de Saddam à Tikrit. Son enterrement posa un dernier défi diplomatique. La loi islamique exigeait une inhumation rapide, mais où? L'Irak refusait d'accueillir sa dépouille. La Jordanie ne voulait aucun rappel permanent de sa présence. Elle aurait été enterrée en Jordanie, dans un cimetière secret, pour éviter que sa tombe ne devienne un lieu de pèlerinage ou une cible. Ni l'une ni l'autre n'a eu droit aux funérailles d'État qui leur étaient autrefois promises. Elles ont été mises en terre aussi discrètement qu'elles avaient vécu leurs dernières années, leurs tombes aussi anonymes que leurs vies étaient devenues. En Irak, leur mort n'a provoqué ni les célébrations vues pour Saddam, ni la moindre sympathie. Elles étaient devenues des notes de bas de page dans l'histoire du pays, leur décès une simple affaire administrative traitée avec discrétion. Pour les expatriés, les réactions étaient partagées. Certains pleuraient un lien avec une époque perdue. D'autres estimaient que leur souffrance n'était pas une justice suffisante. La plupart, simplement, avaient tourné la page. La communauté internationale a largement ignoré leur disparition. Les grands médias n'y ont consacré que de brèves mentions quand ils en ont parlé. Ces femmes, autrefois traquées par des satellites et poursuivies par des enquêteurs, sont mortes sans que personne, ou presque, ne s'en aperçoive. Avec elles s'éteignaient les derniers liens directs avec le cercle intime de Saddam, emportant les secrets qu'elle détenait sur les avoirs cachés et les rouages du régime. Mais le plus tragique se dessinait pour ceux qui restaient. Leurs enfants et petits-enfants se retrouvaient encore plus vulnérables, privés de la protection minimale que la présence des veuves leur offrait. Même après leur mort, l'histoire continue. La troisième génération de la famille Hussein paie encore pour les péchés de la première. La malédiction s'avère bien réelle. Le crépuscule tombe sur Amman, mais pour la famille de Saddam Hussein, ce n'est qu'un jour de plus dans une prison sans barreaux. Leur situation est de plus en plus précaire. À plus de 50 ans, Sajida et Ragad ont passé toute leur vie d'adultes en exil. Elles ont vu leurs enfants grandir sans nationalité, les opportunités s'évanouir, le tout sous une surveillance constante. Mais une tentative de réécrire le passé n'a fait qu'aggraver leur isolement. Chaque interview de Ragad, où elle dépeint son père comme un homme incompris, a renforcé l'image d'une famille impénitente. Son nom figure désormais sur les listes des personnes recherchées, ce qui signifie qu'elle ne pourra jamais quitter la Jordanie. Pour les petits-enfants, l'espoir d'une vie normale s'est heurté à la réalité. Leur nom était à la fois un passeport pour nulle part et une cible visible partout. Quelques-uns ont tenté de disparaître au Yémen ou au Soudan, des pays où le nom Hussein pèse moins lourd, mais ils vivent dans la peur constante d'être découverts. Les autres sont restés piégés en Jordanie, incapables de travailler légalement ou de voyager, suspendus dans un vide juridique. La malédiction s'étend maintenant à une quatrième génération, les arrière-petits-enfants de Saddam. Ils n'ont aucun souvenir de l'Irak, mais ne peuvent échapper à son ombre. La fortune cachée du dictateur, si elle a jamais existé, a été saisie ou reste introuvable. La famille survit grâce à la charité de quelques sympathisants et à des travaux informels. Des organisations humanitaires s'inquiètent parfois du sort de ces enfants apatrides, punis pour des crimes qu'ils n'ont pas commis. Les autorités irakiennes et jordaniennes rejettent ces préoccupations. Ils ne sont pas persécutés, dit-on, simplement privés de privilèges. Au-delà des difficultés matérielles, le traumatisme se transmet de génération en génération. Les adultes souffrent de stress post-traumatique. Les plus jeunes héritent d'une angoisse qu'ils n'ont jamais directement connue, un fardeau invisible. Certains ont tenté de vendre leur mémoire, mais les éditeurs sont restés frileux. Les rares livres publiés n'ont fait que raviver la colère des victimes, renforçant leur isolement. En Irak, le gouvernement ne montre aucun signe d'apaisement. Tant que la fermeté envers la famille Hussein rapporte des voix et que les victimes réclament justice, ses descendants resteront des parias. Pendant ce temps, les tombes de Sajida et Samira restent anonymes. Leurs emplacements sont tenus secrets, même pour leurs propres enfants. Aucun membre de la famille ne peut s'y recueillir en sécurité. Elles reposent en terre étrangère, loin du pays qu'elles ont un jour gouverné. La destruction complète de la famille de Saddam est un rappel brutal du prix final du pouvoir absolu. Dans le sillage d'un dictateur, la dette n'est jamais seulement la sienne. Des générations entières deviennent les dommages collatéraux du jugement de l'histoire. L'histoire de Sajida Talfa et de Samira Shabandar est la tragédie d'un système qui les a élevés à des hauteurs vertigineuses
avant de les anéantir complètement. Elles ont fait des choix. Épouser Saddam, rester à ses côtés pendant des décennies de brutalité, profitant d'un régime bâti sur la peur. Avait-elle vraiment une autre option dans l'Irak de Saddam où toute opposition signifiait la mort? La question reste ouverte, mais le prix qu'elles ont payé, lui, est sans commune mesure. Elles ont tout perdu, la fortune, le statut, leur pays et finalement, leur liberté dans un exil solitaire. Elles ont vu leurs enfants souffrir, leurs petits-enfants grandir en apatrides. Elles sont mortes loin de chez elles, dans des tombes anonymes, leurs histoires réduites à des notes de bas de page dans l'héritage monstrueux de leur mari. Leur cas soulève des questions inconfortables. Si leur complicité dans le régime de Saddam suscite peu de sympathie, qu'en est-il des petits-enfants nés en exil? Ceux qui n'ont jamais connu l'Irak, jamais profité du pouvoir, mais qui portent sa malédiction. Où s'arrête la responsabilité et où commence la punition collective? Leur destin est un avertissement brutal sur l'impermanence du pouvoir. Les palais où elles ont vécu sont détruits ou réaménagés. La richesse, saisie ou perdue. La peur qu'elles inspiraient s'est transformée en la peur qui rythmait leur quotidien. Pour ceux qui vivent aujourd'hui sous des dictatures, le sort des épouses Hussein est un aperçu glaçant de l'avenir. Le luxe et la protection peuvent disparaître en une seule nuit. La mort de Sajida et Samira a marqué la fin effective de la dynastie Hussein. Leurs descendants ne sont plus que des ombres, portant un nom qui est devenu un fardeau. La famille qui a gouverné l'Irak d'une main de fer s'est dispersée. Son histoire un témoignage de la futilité ultime de la tyrannie, oubliée. Elles sont mortes comme elles ont vécu leurs dernières années, dans le silence, le secret. Pas de fin spectaculaire, mais une lente destruction. Pas le martyr, mais la marginalisation. Pas même la dignité d'être rappelés comme des individus, mais comme de simples extensions de leur mari. Leur sort reste l'avertissement le plus sévère de l'histoire. Ceux qui s'élèvent par la violence tomberont dans l'obscurité, et ils ne tomberont pas seuls.